Nous sommes le vendredi 16, avec des intempéries, mais nous sommes là quand même, Canal Pourpre, au marché artisanal de Noël, qui ouvre ses portes aujourd'hui, et jusqu'au 23 décembre, de 10h à 19h tous les jours, et vous pourrez venir un peu admirer les stands que propose ce village artisanal très varié, avec beaucoup d'exposants. Alors nous sommes au cloître des Récollets, bien à l'abri, là, bien au chaud, mais le village s'étend aussi place de la Myrpe. Et nous allons un peu faire le tour des stands pour vous montrer un peu ce que proposent les artisans locaux pour ces fêtes de Noël. On est en présence de Luis Geronimo, qui est président de l'association qui organise ce marché de Noël. Enfin bon, vous appelez ça fête... Village artisanal de Noël. Voilà. Alors, vous allez nous dire un peu en quoi consiste l'association, et puis nous parler un peu de ce village artisanal qui a maintenant, je crois, plusieurs années. Et avant, c'était place de la République, oui. Et vous êtes venu ici. Vous allez nous raconter ça, hein, pourquoi et comment ça fonctionne. D'accord. Alors, l'association s'appelle l'Asso SI Action, parce que s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'assaut, et vice-versa. A été créée donc il y a 6 ans maintenant pour mettre en valeur, valoriser et défendre les métiers d'art sous toute forme que ce soit. La première, pour l'instant, et la seule manifestation gérée par l'Asso, c'est effectivement le village artisanal de Noël. Village artisanal de Noël, pourquoi? Parce que je voulais faire, à partir du moment où j'ai pris l'organisation de cette manifestation, je voulais faire tout de suite marquer la différence par rapport au marché de Noël, parce que c'est vrai qu'il y a eu un marché de Noël à Bergerac depuis 1996, organisé par la CCI, qui, bon, c'était bien, c'était très important, etc., mais c'est vrai aussi qu'il y avait, comme dans tous les marchés de Noël, et je le déplore, de tout et n'importe quoi. C'était très peu d'artisans et beaucoup de produits d'importation. Quand j'ai eu l'envie et la possibilité de reprendre l'organisation, j'ai changé, mais ça c'est pas une volonté propre, ça s'est fait comme ça, changé d'endroit, donc je me suis mis dans le cloître des Récollets, un lieu prestigieux, place Kayla, enfin donc dans le centre historique, qui est un endroit beaucoup plus en osmose avec les métiers que nous faisons. Et évidemment, à partir de là, il n'y a plus eu un seul produit d'importation. C'est un moment privilégié pour découvrir des métiers qui sont en voie de disparition pour beaucoup, qui sont en grand péril, donc je parle évidemment de tous les métiers d'art, et qui font partie de notre patrimoine culturel. Est-ce que cette association, elle gagne en importance? Est-ce que vous avez beaucoup d'adhérents? Est-ce que par rapport aux années précédentes, il y a plus d'exposants? Enfin, un peu, comment elle évolue? Alors, elle évolue en reconnaissance. C'est vrai que les gens, le village artisanal de Noël est de plus en plus connu, de plus en plus apprécié. Les gens viennent maintenant de loin, de Bordeaux même, alors qu'il y a un immense marché de Noël là-bas. Et justement, ils viennent ici parce qu'ils trouvent ici ce qu'ils auraient voulu trouver là-bas. Alors, c'est certainement pas le plus beau marché de Noël. On n'a pas le tapis rouge, ni les patinoires, ni les rennes, ni tout ça. Mais on a vraiment l'intérieur. C'est-à-dire, pour moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas l'emballage, c'est le cadeau. Or, ici, on a vraiment le cadeau. On a des choses vraiment de qualité, fait avec âme, avec passion. Et je pense que c'est très, très, très important. Maintenant, alors l'association, pour répondre à votre question, l'association, elle n'a pas d'adhérents, parce que pour l'instant, comme le but est pour l'instant uniquement de faire
J'espère qu'on fera d'autres choses. Des projets ne manquent pas. Ce qui manque, effectivement, c'est les moyens. Donc il n'y a pas d'adhérents. Moi j'organise et puis chacun paye sa place et ça permet de financer tous les frais que ça génère, le gardiennage, le Père Noël, la sono, etc., la pub, etc. Bon, alors on peut inviter les personnes à venir parce que finalement quand on a fait le tour un petit peu, on voit quand même que c'est des produits de qualité, des pièces uniques, oui. Hein, donc pour faire un cadeau qui soit pas répété à 500 000 exemplaires, c'est très intéressant. Hein, ça, oui, et puis il faut surtout, je pense, arrêter totalement cette idée reçue que l'artisanat est par essence hors de prix. Je crois que la meilleure réponse à tous ces problèmes qui nous envahissent aujourd'hui, qui sont monnaie courante, les problèmes de mondialisation, délocalisation, etc., chômage et tout, une des réponses, c'est acheter chez nous, quoi, acheter les produits fabriqués ici par des gens qui payent les charges ici et qui sont faits dans la dignité. Les produits souvent d'importation sont faits au détriment de la dignité humaine et ça c'est déplorable. Oui. Alors comment l'artisanat rejoint un peu la politique finalement, hein, et des positionnements un peu idéologiques par rapport à tout. Oui. Parce que des artisans, il y en a qui vivent pas bien, qui font de belles choses et qui vivent pas bien aussi. Hein. La plupart, enfin, cela dit, tout est politique dans la vie, mais nous, je pense que la politique comme ça, si elle était comme ça, je pense qu'elle serait vraiment très agréable. Mais les artisans, ils font... Bon, il y en a qui vivent mieux que d'autres. Les artisans de la bouche, je pense qu'ils vivent mieux que d'autres. Les bijoux, enfin, il y a des artisanats, de certains types d'artisanats qui se vendent mieux que d'autres. Mais en général, en grande majorité, quand on choisit ce genre de métier, des métiers d'art, c'est pas pour l'attrait financier, c'est par passion. La peinture sur carreaux en terre cuite, tomates anciennes et tuiles plates anciennes, qui sont toutes en provenance d'une maison du XVIe siècle. Donc on peut supposer que les plus anciennes ont 4 siècles. Donc déjà vous achetez un morceau d'histoire en même temps qu'un morceau d'art, en général abstrait, mais toujours très coloré. Je peux pas me passer de mettre toutes les couleurs à chaque fois que je dessine, je suis désolé, hein. C'est plus fort que moi. D'accord. L'ancienneté des carreaux, c'est important pour vous? Alors, vous pouvez faire sur des carreaux neufs? Mais il y a les deux. Il y a les carreaux neufs, les carreaux de Gironde, qui ont toujours des teintes ocre, avec des variations entre du jaune jusqu'au rouge, en passant par diverses couleurs, orangées ou rosées. Et donc c'est ça aussi qui m'a inspiré au départ. La couleur et les formes qui étaient déjà sur le carreau avant de dessiner. Parce que ça créait des formes, il y a des taches. Et ça m'a tout de suite inspiré dès que je les ai vus. Ensuite, les carreaux anciens, c'est différent parce que eux, ils ont aussi quelque chose à raconter, mais c'est plus... On sent qu'ils ont vécu, quoi. Donc il y a déjà toute une histoire qui nous apporte et à laquelle je ne fais que ajouter ma petite touche personnelle. Moi, je viens des Pyrénées-Atlantiques, dans un petit village de 100 personnes. Je suis artisan depuis 1994 et tout ça, ce sont nos créations. On s'est spécialisé donc sur les bois précieux, donc on n'utilise aucune teinture. Toutes nos pièces sont garanties, que ce soit du support bouteille, qui est la première création de l'atelier, à la dernière gamme de produits qui s'appelle la gamme Passion, donc qui est un mélange donc de métal et de bois, où je suis le seul en France donc à le faire. C'est pour ça que ce produit-là ne sera jamais diffusé sur Internet à cause des copies. Parce qu'on a été copié pas mal de fois d'ailleurs. Et après donc on va à la demande du client, c'est-à-dire qu'on a relancé aussi une gamme de rasoirs qui est la gamme Passion, la gamme sécurité je veux dire. C'est le client si vous voulez qui nous fait évoluer si vous voulez dans la fabrication de mes objets. Est-ce que vous pouvez nous dire ces bois, qu'est-ce que c'est ces bois précieux, nous donner quelques exemples?
Bien sûr, donc dans les bois précieux, bon, il faut savoir que c'est pas moi qui décide que c'est un bois précieux ou pas précieux. Ça, c'est l'ONF. Hein. Ensuite, donc tous les bois précieux que nous travaillons donc, sont issus de forêts gérées. Ça, je tiens bien à le préciser. Il n'y a pas de déforestation pour utiliser ce type de bois. Parce qu'il y a des taxes très importantes dessus pour la protection et le reboisement international, contrairement à ce qui se fait pour le TEC, si vous voulez, en Birmanie. Alors donc dans les bois précieux, donc on a plusieurs types de palissandre, donc avec le bois de rose, le bois de violette, le palissandre santos, le bocote. Vous pouvez nous en montrer un par exemple et Bien sûr. nous dire un peu ce que c'est? Voilà donc celui-ci, qui est le bois de rose, donc qui est un palissandre qui vient du Brésil, qui est beaucoup utilisé lui par contre en marqueterie, en bois de plaquage. Par contre moi il est travaillé dans le massif. Hein. Donc ça c'est pour une variété de palissandre. Ensuite donc différents ébènes. Au total j'ai... Vous pouvez nous en montrer un? Bien sûr. Voilà donc. Ah, c'est très foncé, oui. Voilà donc un ébène. Alors cet ébène, c'est à la limite l'ébène le plus commun. C'est un ébène qui vient du Gabon, qui est noir, mais noir de tous les côtés, quoi. Ah, oui. Et ensuite, je vous attrapé un autre ébène, et c'est là que vous allez rigoler. Voilà qui est celui-ci. Quand on le regarde, il est noir, mais je ne sais pas si à la caméra on le verra bien. Quand on le met à la couleur, vous voyez, il est métallique. Il est veiné dessous. Là, ça c'est de la grenadille, c'est un ébène qui vient du Kenya. Et après, j'ai un autre ébène qui est celui-ci, que l'on appelle le ziricote, qui est un ébène qui lui vient du Brésil, donc qui est vert foncé, veiné de noir. Voilà, nous on travaille plusieurs variétés d'ébènes à chaque fois, même sur les palissandres. Après on travaille aussi des bois, on va dire européens, tels que l'olivier, le buis, le robinier, l'if, sur certains produits. Après donc le chêne, le noyer évidemment sur d'autres produits. Voilà, je suis producteur de bergeracois, des fleurs séchées, des légumes, mais essentiellement des fleurs. L'activité principale c'est des fleurs séchées avec des compositions florales et puis ça va du semis jusqu'à la vente. Donc j'ai un petit hectare de fleurs, tout s'est fait à la maison, c'est-à-dire à la ferme. Les productions, les arrangements et la vente. Donc ça veut dire que vous, depuis le début, vous produisez, vous cultivez, après vous colorez, je pense. Non. Voilà, enfin c'est un truc que j'ai oublié de spécifier, c'est que les fleurs sont naturelles, aucune teinte, aucune coloris artificielle, quoi. Et c'est comment on appelle ça, c'est cette année. C'est le contexte dans lequel je travaille, c'est-à-dire pas d'utilisation de tout ce qui est produits artificiels et industriels. Je me limite à des produits tout à fait naturels, comme les vimes, les écorces des arbres. Pour l'utilisation des supports, j'ai pas utilisé grand-chose en des matériels qui bouffent du pétrole, quoi. Enfin, tout ce qui est plastifié et tout ça. Donc je me sers de ce que j'ai autour de moi. À part quelques 2-3 compositions où j'étais obligé de faire comme la brouette, mais c'est du losier quand même. Donc vous voyez, donc c'est tout naturel. Il n'y a aucune teinte, aussi bien les boules que les compositions, les couleurs rouges qui sont naturelles. Le fait qu'il y a un phénomène qu'on appelle technique de séchage, c'est là où on voit les coloris qui sont colorés parce que il y a un séchage artificiel qui s'est fait par le biais d'un four, une cellule de séchage, où je fixe les couleurs à temps. C'est-à-dire au bout de 12 heures, la fleur est récoltée, elle est ramenée au four et puis elle est fixée à sa couleur naturelle. Donc c'est le plus proche de la nature. Bonjour, donc moi et mon mari donc, nous sommes souffleurs de verre à Issy-Jacques. Nous sommes installés depuis 10 ans. Donc nous fabriquons toutes sortes d'objets en verre soufflé. Des animaux aussi en verre, des vases, des flacons, des boules de Noël aussi. Cette année on a fait des boules. Et puis après toutes sortes de petits vases, des bougeoirs. On travaille aussi beaucoup pour des décorateurs sur Paris. Et puis on essaye aussi d'en rentrer un petit peu sur la filiale des boutiques de musées. On fait aussi pas mal de reproductions gallo-romains et des reproductions aussi antiques. Ce qui fait qu'après on essaye de trouver plusieurs filiales pour pouvoir s'en sortir toute l'année.
Bien. Donc je suis nouvel installé en tant que héliciculteur, comme on dit, éleveur d'escargots, sur le canton de Sainte-Foy-la-Grande. Voilà, donc je découvert parce que je suis originaire des Pyrénées. J'ai un parc de 1000 m² où j'ai élevé 200 000 escargots cette année. Voilà, donc là nous sommes sur la période d'hiver, donc il n'y a plus d'escargots vivants. Tout a été transformé. Donc j'ai une gamme de conserves avec de la tapenade d'escargot, qui est un beurre aillé et escargot haché qu'on mange à l'apéritif. Et après j'ai ma propre recette, j'ai des pâtés d'escargot au piment d'Espelette ou au cognac. Voilà. Et après des chairs d'escargot qu'on peut cuisiner. Et pour Noël, voilà, j'ai fait des produits un petit peu festifs avec escargot beurré à la bourguignonne, avec ail et échalote. Tous les produits sont fermiers. Là, ils viennent d'un petit producteur du Lot-et-Garonne, le persil aussi. J'ai des escargots au roquefort aillé. Et puis après, j'ai fait des petites bouchées, des chouquettes, des chouquettes, et ainsi que des croquis, qui est un biscuit à consommer pour l'apéritif avec le beurre aillé à l'intérieur. C'est-à-dire que vous élevez, après vous les cuisinez, c'est-à-dire que vous le suivez, votre escargot, jusqu'au bout. De A à Z. Voilà, j'ai lâché 200 000 naissins au mois d'avril, je les ai élevés, je les ai cuisinés, donc voilà, c'est tout un travail de plusieurs semaines, puisque durant l'été, ce sont des marchés, je suis présent sur les marchés nocturnes, les marchés gourmands de la Chambre d'agriculture, où là je cuisine sur place des escargots, soit à la bordelaise, soit à la persillade, voilà. Et alors, c'est quel type d'escargot? Parce que je vois des grosses coquilles là dans des boîtes, ils sont assez. Donc, les voilà. Donc il y a deux sortes d'escargots. Il y a le petit gris qui est originaire de la région, donc sud-ouest de la France. Et ça, ce sont du gros gris. C'est un escargot d'élevage qui, pour pallier aux Bourgognes qu'on ne trouve plus, puisque la plupart de Bourgogne qu'on consomme en France viennent de l'étranger, de la Hongrie ou de la Roumanie. Et donc c'est un escargot, le gros gris, la même famille que le petit gris, qui a été importé d'Afrique du Nord pour faire de l'élevage. Voilà, donc celui-là on le trouve uniquement en élevage pour remplacer le Bourgogne qu'on ne trouve plus en France.